Allez, on y va. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Facebook et Zoom en simultané. Donc ce soir, la conférence de ce soir nous permet d'accueillir Oscar avec nous. Oscar qui nous fait l'amitié de venir nous parler, témoigner à la fois de son propre parcours de papa dont il nous parlera, mais aussi d'écriture de ce magnifique thème que représente l'écriture dans le deuil, ou le deuil écrit, comme tu l'as dit, écrire le deuil, c'était le thème de la conférence que tu nous as proposée ce soir. Et c'est forcément un thème qui, au sein de l'association Le Point Rose, qui accompagne les familles qui vivent le deuil d'un enfant, nous touche beaucoup, parce qu'on a tous eu le besoin ou le souhait, l'envie d'écrire pendant l'épreuve, après l'épreuve. Et on est tous allés plus ou moins dans le passage à l'acte. Et c'est de cela qu'on va parler avec toi ensemble. Donc, merci à tous. Je rappelle que vous pouvez nous envoyer des petites questions dans le fil Facebook et dans le fil Zoom. Et nous essaierons de les poser. On est ensemble jusqu'à 22 heures, donc pour 1 heure et demie de conférence et de partage. Et voilà, donc je voudrais d'abord commencer, Oscar, par te dire à quel point pour moi, qui ai eu à la fois la tristesse, mais aussi la chance de vous connaître quand ta fille Paloma était encore là, et on a ce partage de parents en commun, et savoir que tant d'années après, tu es là avec nous pour témoigner de quelque chose d'extrêmement positif, qui est à la fois ton vécu douloureux, mais aussi toutes les ressources que tu as pu trouver pour dépasser cette épreuve et en faire quelque chose. Donc vraiment, pour moi, c'est un grand honneur d'être avec toi ce soir. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ou témoigner d'où ça part, d'où ce sujet part pour toi? Merci Nathalie. C'est vrai qu'il y a tout un cheminement puisque tu suivais déjà. Bon, l'une des particularités de Paloma, c'est que nous l'avons perdu d'une maladie, donc d'une tumeur cérébrale. Et donc, il y a eu ce temps, ce laps de temps un peu d'inconnu, de flottement, où même si les médecins nous ont dit tout de suite que c'était une tumeur cérébrale incurable, où la maladie était peu visible et puis de plus en plus, mais avec quand même des recherches à se demander si on pouvait pas, ce qu'on pouvait faire pour évidemment la maintenir en vie dans les meilleures conditions possibles et surtout le plus longtemps possible et peut-être trouver un remède. Donc je dis période de flottement aussi pour finalement, même si on ne peut pas s'y préparer vraiment, il y avait cette préparation à l'éventualité et qu'on a partagé avec elle justement. Et puis, ce support des réseaux sociaux, de Facebook, et c'est par ce biais que, effectivement, qu'on s'est connus, que tu nous as connus à distance et que donc tu connaissais bien notre histoire familiale. Et puis, on s'est rencontrés très vite, puisqu'on a perdu Paloma le 7 juin 2019 et qu'on s'est vu au mois d'août chez toi. Donc, et c'était donc, voilà, il y a eu 3 ans de cheminement. Et bah, l'écriture a été une évidence parce que on va dire que moi j'aime pas ces grandes phrases depuis toujours, mais bon c'est un peu vrai parce que voilà je j'aimais pas non plus cette expression de dire je suis un littéraire, ça veut rien dire. Et puis parfois c'est soit prétentieux, soit euh, très caricatural. Et puis je me suis beaucoup interrogé sur ce thème. En fait, ça veut dire que j'ai une vision littéraire de la vie. Mon approche de la vie est littéraire dans tous les sens du terme. Et c'est comme ça que je comprends la vie. Et ça m'a toujours beaucoup apporté, ça m'a toujours passionné. J'ai longtemps travaillé dans une librairie familiale, maison d'édition, et puis j'ai écrit et publié, quand j'en ai eu l'occasion, des choses très variées, des contes et recettes de cuisine pour enfants, des nouvelles, etc. Et
et donc, un peu dans toutes les étapes de ma vie, la littérature était là, la lecture, l'écriture. Et donc, quand Paloma est tombée malade, spontanément, c'est vers l'écriture que je me suis tourné, vers la lecture. Et puis, bah, je me suis dit, comme on se dit dans ces cas-là, comment font les autres? Comment on fait les autres? Je ne suis pas le premier à qui ça arrive. Et évidemment, alors on pense tout de suite à Victor Hugo, qui a beaucoup, donc on a beaucoup parlé de ce deuil autour de sa fille, évidemment, mais puis il y en a d'autres qu'on sait moins, et donc je me suis intéressé à ça, et puis moi j'ai eu besoin d'écrire, et on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Il se passe plusieurs choses au niveau de l'écriture. La première, c'est que ça permet de fixer les choses, donc de se souvenir, parce que, bon, et puis de pouvoir comparer l'évolution d'un moment à l'autre, parce qu'on pose un écrit, c'est un peu comme une photographie avec des mots, et puis quand on revient dessus, on peut revenir sur les sentiments qu'on a eus, on peut voir l'évolution. Et moi, j'ai commencé à écrire des lettres pour donner des nouvelles de l'évolution de la maladie de Paloma. Et puis après, bon, les lettres n'avaient plus beaucoup de sens, mais j'ai commencé à écrire pour moi, euh, un cahier, un journal. J'ai tenu un journal parce que je me suis tout de suite dit, bon, aujourd'hui ça va très mal, ça va pas bien, mais un jour ça ira mieux. Et donc je voulais pouvoir écrire et me rendre compte de l'évolution. Et comme c'était pour moi, je me disais, je veux pas mentir, c'est-à-dire que si ça va mal, je dis vraiment que ça va mal. Et si ça va bien, il faut que j'ai aussi l'honnêteté de le dire, avec ses hauts et ses bas. Et puis, j'ai écrit, et c'est vrai qu'il y avait cette perspective de me dire, voilà, un jour ça ira mieux, et quand on part de ce prédicat, on y arrive. Et au bout de 2 ans, j'ai eu un peu un déclic, où je me suis dit, effectivement, en gros, je passe plus de temps la tête hors de l'eau que sous l'eau. Et là, et ça a été d'ailleurs parce que on sortait pas de la pandémie, mais du confinement, et on pouvait à nouveau avoir des contacts physiques avec les gens, et j'ai rencontré des parents, on a commencé à faire des réunions de parents en deuil, et ça nous a fait beaucoup de bien, et je me suis dit, voilà, là, je me sens utile, je peux commencer à échanger, à aider, parce que dans l'ensemble, c'était tous des parents dont le deuil était plus récent. Et c'est vrai que au-delà de l'écriture, il y a peut-être pour beaucoup d'entre nous, dans la recherche d'un sens, la volonté de donner un sens à notre vie, un nouveau sens, un nouvel élan, et surtout donc un besoin d'être utile. Et je me suis dit, bah, je peux peut-être être utile. C'est parti de là, si tu veux. D'accord. Et moi, effectivement, dans ce que tu décris du bénéfice de l'écriture, euh, c'est vrai que dans l'association, nous rencontrons beaucoup de parents, il y a des vécus toujours très douloureux, parce qu'il y a perdre son enfant, quelles que soient les circonstances, c'est un vécu tellement déchirant, tellement douloureux, tellement au-delà du pensable, qu'arriver à mettre des mots sur ce vécu a forcément une dimension thérapeutique, dans le fait, comme tu le disais, de pouvoir mettre à distance et même de sécuriser, parce que comme c'est écrit, il y a quelque chose qui s'apaise, parce que je l'ai écrit, je risque pas d'oublier, je pourrais en faire quelque chose, mais de l'avoir écrit, ça me sécurise dans le fait que c'est là, et ça peut être reconnu. Donc, c'est vrai que dans ce bénéfice, c'est important. Et je me souviens des très beaux textes que tu écrivais, qui sont à la fois poignants, et beaucoup de parents comme cela, grâce aux réseaux sociaux, partagent le vécu quotidien, leurs difficultés quotidiennes avec leur enfant, avec des fois des très très larges communautés qui se mobilisent, qui commentent, qui encouragent, qui aident aussi. Et, euh, et je me dis toujours, est-ce qu'après ça, qu'est-ce qui se passe après? Parce que tant que l'enfant est là, mobilisé, c'est facile. J'ai envie de dire, ça touche tout le monde a envie d'y croire, tout le monde encourage. Mais je m'aperçois que souvent, au moment du décès de l'enfant, il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, on n'est plus dans le combat, là, on est dans
l'acceptation de quelque chose qui fait tellement peur, la mort d'un enfant, ça vient nous dire que c'est réel et c'est tellement euh, impensable que beaucoup arrêtent cette mobilisation. Et je me dis toujours que pour les parents, c'est compliqué la transition. Et je trouve que toi, dans les écritures que tu as continué après le décès de Paloma, tu as réussi à convertir ça, à ne pas perdre cette communauté. Et sur la page des ailes pour Paloma, où tu partages régulièrement des très très beaux textes, tu as réussi à faire cette transition-là qui n'est pas facile. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as pu continuer à écrire sur cette page qui au départ était vraiment dédiée à partager des nouvelles de Paloma et rassurer aussi vos proches et vos amis? Oui, alors là-dessus, ça a évidemment évolué parce que euh, beaucoup des personnes qui nous suivaient étaient sensibles bon, à notre histoire et surtout à Paloma et à ce qu'elle devenait. Donc les choses se sont un peu se sont transformées puisqu'ensuite il s'agissait, disons que on s'est senti moi, je me suis senti un peu une responsabilité vis-à-vis de ces personnes, alors qui étaient parfois des proches et puis parfois des personnes qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on avait connues par ce biais. Euh, D'abord, de continuer à donner des nouvelles et ensuite, eh ben, dans une certaine mesure, d'aller bien parce que, et ça c'est la grande difficulté, évidemment. On a, on perd tout ce qui est, toute l'énergie vitale, toute la volonté, il faut beaucoup de force pour se maintenir à flot. Et c'est vrai que euh, bah, un réseau social, mais au sens large du terme, pas seulement Internet, mais des relations, c'est lourd et c'est pesant parfois, et on voudrait que les gens nous laissent tranquilles et ne demandent pas de nouvelles. Et d'un autre côté, ça nous oblige aussi à eh ben, être positif et à dire, bah, écoutez, voilà, il faut qu'on s'en sorte, nous on peut s'en sortir, et puis les autres, et un peu donner l'exemple en se disant, il faut, les autres, il doit y avoir moyen de s'en sortir et on va s'en sortir. Par rapport à l'écriture, ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice solitaire. Et quand on publie, quand on est lu, c'est aussi un moyen de retrouver le lien. Et puis, pour les personnes qui nous suivent, même pour les gens parfois très proches, c'est difficile de demander des nouvelles. Moi, il y a une question que je détestais, ça va un peu mieux, mais c'était quand on me disait comment ça va, qui est une question banale, j'allais dire idiote, qu'on pose toujours. Qu'est-ce qu'on va demander à quelqu'un quand on croise quelqu'un? On lui dit comment ça va. Mais à la fois, j'ai envie de dire, ça peut pas aller bien, ça n'ira jamais bien. On pense surtout ça les premiers jours, les premiers temps. Et puis, euh, je vais te dire, bah, ça va. Et puis, bah, ça va mieux. Ça va par rapport à quoi? Par rapport au fait que j'ai perdu ma fille, par rapport à des gens qui vivent des choses bien plus horribles. Donc c'est plutôt et donc c'est difficile pour les gens si je leur dis ne me demandez pas comment je vais, ils me disent bah oui mais qu'est-ce que je te dis, bah demandez des nouvelles ou donner des nouvelles et puis eux commenter en disant bah c'est l'occasion de dire voilà on pense à vous, on ne sait pas toujours comment vous le dire mais quand vous publiez quelque chose on peut échanger par ce biais. Ce qui est important c'est qu'on voit que l'écriture nous donne aussi une distance par rapport à la douleur. C'est-à-dire que on fait une place à la douleur et on la sort de nous. Mais ça, je m'en suis rendu compte de manière pratique, un peu a posteriori, même si on parle parfois de cet exercice cathartique de faire sortir. Et c'est vrai que je ne suis pas la douleur, je ne suis pas le deuil, je ne suis pas la maladie quand je suis malade, je ne suis pas le chômeur si j'ai pas de travail, c'est pas ma complète identité. Et donc d'écrire là-dessus sur les douleurs, sur les souffrances, et même on peut généraliser beaucoup plus, on se rend compte que ça nous permet de prendre une certaine distance. Ensuite, il est important que ça nous aide à avancer, parce que le risque, c'est de tourner en rond et euh, c'est vrai que c'est toujours agréable les gens qui vous plaignent et qui vous prennent la main, qui vont dire oh là là, et puis vous dites ah oui, oh là là, oh là là. Non, il faut sortir de ce cercle et se libérer et avancer, pas se plaindre tout le temps en attendant que les gens nous plaignent. Et par rapport à l'écriture, je veux juste revenir
sur ce que tu disais que l'écriture aide. Il y a des cas, il y a notamment le cas de Stéphane Mallarmé. Moi, je l'ai appris justement, j'allais dire, grâce à ma fille, puisque il a perdu son fils. Son fils devait avoir 5 ou 7 ans de maladie. Il a énormément souffert de la perte de son fils et il a voulu écrire et et pourtant c'est un grand poète, il n'a jamais été capable d'écrire des poèmes. Il a laissé, ça s'appelle Tombeau pour Anatole, il a laissé des manuscrits inachevés, des bouts de poèmes, et c'est bouleversant à lire parce que ce sont des mots assemblés comme ça. Il y a pas d'alexandrin complet, il n'y a pas de poème complet, et parfois on n'arrive pas. La douleur était telle qu'il n'a jamais réussi à se distancer suffisamment pour, pour publier une œuvre. Ouais. Oui, alors ça me permet de saluer, si elle nous écoute, Dorothée Laurent, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Les chemins de la résilience et qui fait le tour de toutes ces grandes figures connues de la littérature qui ont vécu le deuil d'un enfant, mais aussi les acteurs, les personnalités publiques en France et à l'étranger. Et son livre est préfacé par Patrick Poivre d'Arvor, qui a mauvaise presse actuellement, et je ferme la parenthèse, l'idée de ne pas faire débat sur ça, mais lui dit très clairement dans son livre, puisqu'elle a posé la question à différentes personnalités de qu'est-ce qui les avait aidés quand ils avaient trouvé la voie de la résilience, puisque certains se sont suicidés, certains n'ont jamais souhaité lui répondre aussi, mais ce lui a répondu que c'est vraiment l'écriture, puisqu'il a vécu quand même le deuil de 3 enfants, et il dit que lui, très clairement, c'est l'écriture qui l'a sauvé et qui lui a permis de surmonter ces deuils répétitifs si douloureux. Et alors, quand tu parles justement de ce rôle de l'écriture dans le deuil, c'est intéressant parce que c'est pas juste quand on en a une lecture, y compris de parents, où on se dit finalement, il y a quelque chose d'assez auto-centré, j'écris, ça me fait du bien, ou j'écris pour être lu. Mais en fait, il y a un vrai bénéfice thérapeutique que tu as commencé à élaborer, notamment avec le fait de se dissocier de sa douleur. J'écris, donc je suis autre chose, j'écris ma douleur et donc je commence à me dissocier un petit peu de cette douleur. Et ce qui me paraît vraiment important que tu as dit, c'est cette idée sous-jacente que le deuil, c'est d'abord un processus évolutif qui nous fait passer par des états dont on n'a absolument pas conscience. Nous, on a l'impression de faire du surplace, souvent, voire même de nous enfoncer. Et pourtant, il y a quelque chose qui, en nous, qu'on en ait conscience ou pas, nous permet d'avancer. Et que le danger, ce qu'on peut appeler un deuil pathologique, c'est quand on fige ce processus évolutif dans un état d'être où on ne fait plus qu'être que ce parent-là. Finalement, qui on est le papa de Paloma, la maman de Caramari, et puis finalement, toute notre identité se réduit à ça. Alors, c'est une étape du deuil. Au début, la première année, on ne se définit qu'à travers ça. C'est tellement douloureux. Mais normalement, le processus naturel du deuil amène cette dissociation. Et peut-être que l'écriture aide à ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler davantage de ce rôle thérapeutique, peut-être que c'est un mot un peu fort, mais de comment le fait de mettre des mots, comme tu l'as dit très bien dans le sous-titre de la conférence, des mots du cœur pour soigner l'âme. Comment ce processus peut marcher? Si tu veux, l'un des amalgames qu'on fait parfois dans l'évolution, alors encore une fois, et surtout, enfin pas encore une fois parce que je ne l'ai pas encore dit, que ce soit avec toi ou de manière générale, je n'ai aucune prétention, et ça c'est important, de donner la moindre réponse. Moi, je donne mon témoignage et je dis ce qui a marché pour moi. Et c'est vrai que l'écriture est assez je sais pas le dire, pardon, unanimement reconnue, mais comme moyen thérapeutique, mais il peut y avoir des gens pour qui ça marche pas du tout.
et pour qui la cuisine ou le sport sera plus indiqué. Pour ce qui est de l'amalgame qu'on fait parfois, c'est au bout d'un moment, on associe la douleur qu'on a au souvenir de notre enfant, et donc on chérit un peu cette douleur, parce qu'on dit j'ai mal, mais je te sens là, mon cœur qui souffre, qui saigne, c'est toi donc, et on se dit, mais si j'arrête de souffrir, je vais perdre, c'est tout ce qui me rattache à mon enfant, tout ce qui me reste, c'est cette souffrance. Ça, c'est évidemment une erreur, mais dans laquelle on peut rester toute sa vie, malheureusement, si on n'arrive pas à prendre la distance. Et du coup, en écrivant, on donne un nom. Tu sais que une des plus grandes et peut-être des émotions les plus anciennes de l'humanité, c'est la peur. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on commence à nommer les choses, on en a moins peur. C'est le grand principe que ce soit dans les films ou dans la littérature. Dans un film, c'est très marquant. On a peur quand on ne voit pas, que ce soit le monstre, que ce soit l'assaillant. Et dès qu'on commence à le voir, bah, l'imaginaire est réduit à ça. Et c'est un peu pareil quand on arrive à nommer la douleur, à nommer la souffrance, à l'écrire, à poser des mots dessus. Déjà, on se rend compte que d'abord, bah, on peut la circonscrire, et surtout, ce n'est pas notre enfant. Donc on lui fait de la place. Et puis, tout ça, c'est un processus plus ou moins long, bien sûr, je réduis, mais elle va se réduire comme une peau de chagrin, autre référence littéraire, et puis ce nouvel espace, on va pouvoir le combler autrement, et une nouvelle richesse, et du coup, ça va laisser la place à une autre relation, une nouvelle relation avec notre enfant apaisée. Quand je parle d'une nouvelle relation, indépendamment de nos croyances, euh, on peut parler à notre enfant, on peut penser à lui, il reste dans notre souvenir, dans des attentions, tu vois là, voilà, quand j'ai le prénom de Paloma qui s'affiche sur mon écran, des anecdotes, on peut dire bah, c'est mon enfant qui m'envoie un signe, ou on peut dire bah, je pense à toi, tu es dans mon cœur, tu es dans ma vie, et puis je veux t'honorer en étant digne et en essayant de faire des choses dont tu serais fier, parce que on peut se dire que si nos enfants n'ont pas eu la chance de vivre et qu'ils voudraient être en vie, et ils voudraient certainement pas qu'on soit plus mort que vivant, et il faut porter, c'est une exigence, mais on peut y arriver. Et l'écriture nous y aide, puisque on, en écrivant, on est obligé de réfléchir. Et c'est ça. Et du coup, on prend cette distance nécessaire. Ouais, en fait, à la fois, on met des mots sur ce que la plupart des parents rapportent leur peine de ne pas avoir de mots pour se définir. On ne sait pas, quand on perd un enfant, il n'y a pas de qualificatif pour décrire ça. Et c'est vrai que le fait de mettre des mots, ça rend l'indicible dissible, en fait, quelque part, mais peut-être aussi dans le fait de le partager. C'est-à-dire que par rapport à cette douleur qui est tellement auto-centrée, solitaire et douloureuse, malgré tout, mettre des mots dessus, c'est la rendre à la fois dissible, mais aussi partageable Visible. et visible. Et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi l'aide dans l'écriture. C'est le fait de pouvoir en faire un sujet de partage, parce que quand on est lu, moi je le vois sur les posts, parce que les réseaux sociaux, c'est une formidable fenêtre pour écrire, pour partager ses émotions. Il y a énormément de parents qui partagent. Moi, je sais que je continue de le faire à des dates importantes. Et qu'on le veuille ou non, même si on dit qu'on le fait pour soi, le nombre de likes ou les petits commentaires, évidemment, surtout quand c'est un post en lien avec notre enfant défunt, forcément, c'est tellement réconfortant. C'est comme si les gens nous disaient, on n'oublie pas ton enfant, et on ne sait pas ce que tu vis, mais malgré tout, on est là pour toi. Et je crois que ça, c'est ce lien social, ce partage, aide énormément. Et comme tu disais, quand c'est solitaire, ben, personne peut nous dire, mais comme tu le disais, tes proches te disaient, ben, quand tu partages,
ça nous fait plaisir parce qu'on peut avoir un support pour te témoigner notre peine, notre compassion, notre empathie. Donc, est-ce que ça ne serait pas dans cette relation à l'autre que permet l'écriture qu'on trouverait aussi une forme de soutien dans l'écriture? Oui, parce que c'est moins invasif qu'un coup de téléphone, par exemple. Vous pouvez écrire, poster, publier ou envoyer un courriel à n'importe quelle heure, libre à ceux à qui il s'adresse, ou de manière directe ou indirecte, de les lire et d'y répondre à leur rythme. Il y a le côté aussi un peu, j'allais dire, presque pédagogique, il y a un grand tabou autour de la mort en général dans notre société, et en particulier la mort des enfants, et du coup un peu éducative d'expliquer, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment se comporter, et du coup fuient un peu de peur d'être maladroits, d'autres le sont, et finalement en expliquant ce qu'on ressent, et à la limite d'avoir, j'allais dire presque l'impudeur de dire ce dont on a besoin, pas forcément de conseils, par exemple, ou de phrases toutes faites qu'on a entendues et qu'on va répéter sans tout à fait vide de sens. Je ne vais pas en faire la liste ce soir. Euh, mais simplement dire, vous savez, voilà, manifestez votre présence. En particulier, je ne vous demande pas de vous souvenir de la date de sa naissance et de la date de sa mort. Ça, mais voilà, le jour où je me manifeste, où je dis quelque chose, si vous mettez un message, moi, évidemment, ça me touche. Et les gens se disent, ah bah voilà, j'aurais pas osé parce que je me suis dit, mais lui rappeler ça, c'est lui faire de la peine. Ben non, parce qu'il n'y a pas que le jour de Noël et de la fête des mères que je pense à ma fille. C'est tous les jours. Mais ce qui est cruel, c'est d'avoir l'impression que je suis le seul à m'en souvenir. Quand je dis le seul, je dis au sens général, que ce soit évidemment ma femme, et puis pour tous les parents qui sont dans cette situation. Donc, ne pas hésiter. Donc, mais c'est aussi peut-être notre rôle de parents endeuillés d'expliquer, de dire, vous savez, si c'est le cas, moi j'aime parler de mon enfant, on peut en parler, et ne croyez pas que vous allez forcément me faire pleurer, et puis si vous me faites pleurer, c'est pas forcément grave. D'autres, au contraire, parce qu'on est tous différents, et puis il y a des étapes, vont préférer ne pas en parler, ne pas qu'on leur en parle, mais ils peuvent le dire aussi. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'être simple, transparent, et si on va vers les gens en leur parlant, euh, même parce que la grande difficulté, c'est les personnes qu'on connaît après. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis la mort de Paloma, la grande question, c'est toujours d'abord, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'on leur a dit, est-ce que je dois leur dire, comment je fais, parce que ça jette toujours un froid, évidemment, mais la manière dont on le dit va les mettre à l'aise ou pas. On va leur dire, bah oui, j'ai une fille, j'ai perdu ma fille, et ça fait tellement partie de ma vie que ne pas vous le dire, pour moi, ce serait presque vous mentir. Donc, c'est ça le travail d'éducation, et qui passe par l'écriture, évidemment, puisque quand on écrit, on se livre, et que c'est plus facile parfois d'écrire des choses que de les dire en face à face. Euh, et moi, je sais que ce que j'écrivais, j'ai écrit aussi des poèmes tout au travers euh, de, de ce journal que j'écrivais. Parfois, c'était des poèmes qui me venaient. Et puis, je voulais rien publier parce que, justement, euh, je voulais pas faire de peine aux gens. Et surtout les jours où ça va très mal, moi, je trouve, bon, j'ai cette pudeur qui m'empêche d'écrire en direct, voilà, je vais mal, ou de faire une vidéo, ou de dire aujourd'hui je vais pas bien. Mais je me dis que la publier quelques mois ou quelques années plus tard, donc c'est pour ça que là je commence en différé, j'écris encore des poèmes, mais tous les mois j'en publie un avec la date, et là on voit que c'était beaucoup plus proche de la mort de Paloma, et puis beaucoup plus loin d'aujourd'hui, donc avec 2 ans d'écart, il y a un recul, il y a une distance, et je suis moins gêné du coup de les partager. Alors ça, c'est un point aussi qui revient souvent, je trouve, chez les parents, c'est celui de je ne veux pas accabler les autres, je ne veux pas leur faire de peine. On a vraiment souvent cette préoccupation. Et pourtant, quand on ose dépasser cette crainte et qu'on écrit,
on s'aperçoit parfois les personnes nous remercient, vont même te dire merci, je suis bouleversée par ce que tu as écrit, évidemment ça m'a ému, mais ça me fait grandir, ça me fait comprendre, ça me fait évoluer. Et donc souvent, je trouve qu'on a tendance à prendre en charge l'émotion de l'autre pour l'autre. C'est-à-dire dire, ah non, mais si j'écris ça, qu'est-ce qu'on va penser ou autre. Moi, je crois que ce qui est très thérapeutique dans l'écriture, c'est d'écrire libre, c'est-à-dire de vraiment laisser cours à ses émotions, à ses pensées, sans censure. Et puis les autres, s'ils veulent lire ou pas, si ça leur plaît ou pas, ils sont libres. Personne ne les oblige à lire ni le post, ni le livre, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment d'encourager à la liberté. Alors, justement, ça fait transition avec ce que toi, tu proposes, parce qu'au-delà de cette expérience de l'écriture que tu as eue, tu t'es formé à l'accompagnement du deuil et tes compétences, ta modestie a fait que tu n'en as pas parlé, mais tes compétences littéraires, ton métier, ta maîtrise de l'écriture et des mots t'a permis de faire ce croisement entre accompagnement du deuil et écriture que tu proposes aujourd'hui dans des ateliers. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu proposes? Oui, parce que en fait, c'est venu du fait que, comme je te disais, au bout de 2 ans, j'ai un peu arrêté d'écrire, en tout cas ce journal que j'écris presque au jour le jour, parce que je me disais, bah voilà, là, ça va mieux, il y a vraiment un mieux. Et puis, donc on était, c'est ça, au printemps, et puis quelques mois plus tard, il y a tout juste un an, là, j'ai eu, je vais dire, un peu une rechute, et où vraiment j'allais très mal. Et là, ça m'a beaucoup inquiété. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'aille aussi mal, plus mal qu'il y a 2 ans? Et qu'est-ce qui m'arrive? Et je me suis beaucoup questionné. J'ai trouvé une formation qui était sur le thème effectivement du deuil et de l'accompagnement, fondée sur beaucoup de méditation. Une formation qui était complètement en ligne et qui durait 20 semaines exactement. Donc très, très lourde, très enrichissante, et a germé. J'avais déjà cette idée d'aider, hein, dont je te parlais avant, d'être utile, et puis a germé l'idée justement d'accompagner les parents. Et du coup, naturellement, puisque j'avais ma formation littéraire, que je suis professeur de français, que voilà, les mots me passionnent, je me suis dit, bah, je peux peut-être les aider, puisque ça a marché pour moi, l'écriture m'a fait du bien, je peux aider euh, à accompagner à travers ces exercices d'écriture et de méditation. Alors la méditation, je l'adapte, parce que c'est vrai que quand je dis ça, il faut que je fasse attention, parce que méditation et écriture, ça peut faire peur, soit à ceux qui méditent pas ou qui savent pas très bien ce que c'est, soit à ceux qui se disent ouais mais l'écriture ça va être littéraire, c'est pas fait pour moi. En fait, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est fait quand même pour beaucoup de monde, puisque la méditation, je l'exploite et je la transforme pour la mettre à l'usage de cet accompagnement. C'est-à-dire que c'est avant tout une, c'est plutôt un moment pour se détendre, pour se poser et pour se relaxer, pour être dans de meilleures conditions ensuite pour trouver l'inspiration, trouver les mots et écrire. Voilà, c'est tout à fait différent du fait de méditer en silence pendant 1 heure ou deux. Là, les méditations que je propose sont des méditations guidées sur un thème autour du deuil, un thème précis avec tout un cheminement d'une réunion à l'autre. Et après, on a, ça aide à faire venir les mots. Et les mots, il ne s'agit pas non plus d'écrire beaucoup et d'écrire très bien. Parfois, une simple phrase, un mot, une expression, mais les images viennent et on peut poser. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et je trouve merveilleux les réactions que j'ai eues quand j'ai vu euh, les premières personnes qui sont venues quand j'ai commencé venaient voilà pour voir, pour me faire plaisir parce qu'ils ne savaient pas quoi faire à ce moment-là. Et puis
pendant la réunion et à la fin de la réunion, il y avait vraiment des échanges, il se passait quelque chose puisqu'on partage ce qu'on veut bien partager, parfois on lit des choses et c'est très émouvant et là je me suis dit, bah, merci Paloma parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et si je peux dépasser ma douleur en accompagnement, en aidant à aller plus loin et à montrer qu'il y a un chemin possible et qu'on n'est pas forcément dans un labyrinthe sans issue, mais que le chemin, il faut le faire nous-mêmes, mais je peux le faire avec vous et l'écriture est un outil qui fonctionne de manière assez merveilleuse. Donc, dans ces ateliers que tu proposes, il n'est pas nécessaire, comme tu l'as dit, d'être littéraire. On peut aussi juste exprimer des mots sans aucune volonté de les partager d'ailleurs, parce que j'ai parlé de l'écriture Bien partage, sûr. mais ça peut être aussi un exutoire, hein, vider son sac. Les mots qu'on n'ose pas exprimer, c'est les mettre sur le papier et pas forcément les donner à lire, parce qu'on se fâcherait peut-être avec beaucoup de monde. Mais c'est aussi ça. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de maîtriser ou parce que, comme tu disais, ça peut faire peur, peut-être. Voilà. Non, non, c'est avant tout pour soi. Et bon, comme les parcours que je propose sont sur plusieurs semaines, l'idée c'est d'avoir un cahier et alors on écrit au brouillon pendant la séance et après bah, de revenir, de retravailler si on veut et puis d'avoir comme ça sur chaque thème un texte différent et de le compléter. Alors pour les plus artistiques, pourquoi pas de faire un collage ou un dessin ou de même mettre une photo de leur enfant qui peuvent associer à ce qu'ils ont écrit. Voilà, donc c'est très très libre. Et le plus drôle, c'est que parfois j'en ai euh, qui sont, j'allais dire hors sujet, ça laisser le prof qui parle, mais qui ne respectent pas du tout le sujet et j'en suis ravi et qui me disent mais est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est bien ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je leur dis non, non, moi je vous donne des éléments pour vous libérer parce que c'est vrai que ce qui est à l'écrit, ce n'est pas la même chose qu'à l'oral. On ne dit pas les choses de la même manière indépendamment du support. Il y a des choses que je peux te dire en face et que j'oserais pas, soit parce qu'elles sont très méchantes, soit parce qu'elles sont trop gentilles, ou parce que j'ai besoin de mots pour réfléchir. Moi, en plus, j'ai l'esprit d'escalier. Tu sais, je sais toujours après que je me dis j'aurais dû dire ça. Alors quand j'ai le temps de me poser pour écrire, pour réfléchir, pour changer les mots, voilà, ça c'est aussi dans mon esprit. Et pour beaucoup, c'est ça. Donc on écrit parce que grâce à ce moment de relaxation, pour ça, méditation, c'est un bien grand mot, mais c'est quelque chose de tout à fait accessible et c'est recommandé. D'ailleurs, il y a des profs maintenant qui font quelques minutes de méditation en début de cours pour que les élèves soient présents euh, et concentrés et ça les aide énormément à mieux suivre le cours ou à mieux réussir les évaluations, les interrogations, les dissertations qu'on leur donne. Là, c'est la même chose. C'est pour être dans des bonnes conditions, pour s'abstraire, surtout vous voyez, je fais ces réunions en fin de journée, on a toute une journée dans les pattes, on a toute la semaine qui continue. Si on n'est pas capable de s'absorber dans l'écriture et de se distancer du reste, on ne va pas pouvoir écrire. Donc on prend ce temps pour se poser et après poser les mots sur le papier et qui peut être simplement une étincelle. Et c'est vraiment, on se rend compte que c'est un exercice, c'est comme un muscle on va y arriver et ça va être de plus en plus facile. Et si, on, et si le sujet que je donne l'idée d'écrire tout à fait autre chose, eh ben c'est très bien. Et souvent, il y a des échanges à la fin de la séance où les personnes qui sont là, majoritairement des femmes, soit racontent une anecdote, soit disent ça m'a fait voilà, du bien pour ceci ou pour cela, ou nous lisent. J'en ai parfois qui m'envoient ce qu'elles ont écrit après, et c'est vraiment bouleversant. Il ne s'agit pas de juger la qualité littéraire, mais simplement se dire, et on est touché, on sent on est dans le vrai. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand on écrit, quand on publie, il ne faut pas se demander ce qu'on va penser de nous. Dans ces cas-là, il vaut mieux pas le publier. Il faut être sincère. Et quitte à être parfois, quand c'est justement quelque chose qui va être publié, que ce soit dans un livre ou sur des réseaux sociaux, être un porte-parole pour ceux qui n'ont pas cette capacité d'écrire. Moi, j'ai parfois des gens qui me disent, bah,
qui me mettent des commentaires en disant c'est exactement ce que je ressens, j'aurais voulu le dire, j'aurais pu le dire parce que je l'ai vécu. Et ça, c'est très beau. Les mots ne m'appartiennent pas. Moi, je ne fais que voilà, de les utiliser, de les rassembler. Et si quelqu'un se retrouve dedans, ils lui appartiennent tout autant qu'à moi. Et ça, je trouve ça magnifique. Comme les cuisiniers n'hésitent pas généralement à partager leurs recettes de cuisine. Et ça, c'est un don, on ne peut pas garder pour soi. Ça, c'est vraiment important ce que tu dis, à savoir que l'écriture permet comme ça à ceux qui n'arrivent pas à mettre des mots, en lisant les mots des autres, parfois exprimer un peu par procuration. Et donc, c'est vrai que c'est très, très fort. Et souvent, dans les écrits des parents, il y a vraiment cette sincérité que tu décris, cette émotion qui fait que ce n'est pas un livre où on cherche à faire des effets de style. On est tout de suite tellement connecté à l'authenticité des émotions de la personne qui écrit que c'est rarement des livres qui ne touchent pas. Et c'est ça qui est beau aussi. Donc, tes ateliers, alors je précise, puis on en verra bien sûr, on partagera les coordonnées. Je précise que c'est des ateliers complètement bénévoles et gratuits que tu organises pour les personnes qui vivent un deuil, donc pas forcément que des parents. Mais combien ces cycles d'ateliers, tu en proposes combien de temps? C'est sur des périodes de temps de combien? Alors, effectivement, alors ça, tu fais bien de le dire, c'est bénévole, aussi étonnant que ça puisse paraître. D'abord, c'est parce que je ne savais pas comment mettre un prix à ça. Ensuite, parce que ça me gênait. Et puis, voilà, j'ai un travail à côté. Et c'est pas le but. Vraiment, c'est de. euh, Bon, le seul bémol, c'est qu'on se dit parfois, si on veut aller mieux, il faut payer cher. Parfois, les psys les plus chers disent, bah oui, mais plus je suis cher, mieux le patient guéri. Je suis pas convaincu dans tous les cas. En l'occurrence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement. Si on vient comme ça en dilettante, il faut pas attendre. De toute façon, il faut pas attendre de grandes prouesses, mais il faut s'engager à une certaine régularité. Moi, j'ai élaboré deux parcours de 12 séances. Et puis, je les ai divisés en fait chacun en deux demi-groupes. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait toute la souplesse pour que les gens puissent s'inscrire en se disant, bah voilà, moi je veux pas m'engager pour 12 ou 24 séances, même si c'est gratuit, m'engager, je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si je vais pouvoir, si je vais tenir le rythme, si c'est fait pour moi. Donc, j'ai dit, bah voilà, un parcours de 6 semaines une fois par semaine. Et puis au bout de 6 semaines, si vous voulez continuer, eh ben, on continue. Et puis voilà, vous renouvelez. De toute façon, si un jour vous ne pouvez pas venir, ben, vous ne venez pas. Si on peut faire une séance de rattrapage, ben, on essaye de s'organiser. Mais et puis voilà, donc il y a cette possibilité. Il y a une double chose, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement au fur et à mesure. Le fait dans les thèmes, il y a une évolution parce qu'il y a des questions euh, qu'on ne peut pas se poser le premier jour, même le premier jour de l'atelier. Il faut qu'il y ait un cheminement par rapport à la mise en place d'une réflexion, des émotions. Donc là-dessus, j'ai travaillé là-dessus. Je l'ai préparé comme un cours, en fait. Donc voilà, là j'ai exploité mon expérience de prof pour qu'il y ait une logique d'évolution et qu'il y ait un sens dans ces parcours. Et puis, parce que bah, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivain et en écrivant qu'on devient, alors peut-être pas écrivain, mais en tout cas auteur de sa vie, et que au lieu d'être dépassé et passif, on peut voilà se mettre. L'écriture, c'est quelque chose d'actif. Et déjà, on est acteur de ce qu'on écrit. Et on écrit notre vie, nos envies, nos sentiments, et on les pose, et on prend une distance, et on comprend, et on évolue. Donc, il se passe vraiment quelque chose dans ces ateliers, et pour moi, c'est quelque chose de très beau. Donc, on peut s'inscrire, et puis, pour ceux qui le préfèrent, ça peut être des ateliers individuels pour ceux qui ne veulent pas partager. L'intérêt du groupe, c'est qu'on peut échanger, on se sent moins seul, parce qu'on se sent toujours très seul dans un deuil.
même si on n'est pas seul, même si on est entouré, mais des gens voilà, qui sont comme nous, qui le vivent à leur manière, bah, peut-être parce que la manière dont ils ont perdu leur enfant est différente de la nôtre, parce que ça fait plus ou moins longtemps, parce que euh, c'est différent sans être autre chose que différent, la manière dont on les a perdus, si ça a été brutal, un accident, une maladie, etc. Et donc, ça n'empêche pas voilà, les échanges et l'enrichissement, et puis de, de se rendre compte on n'est pas tout seul à souffrir, et on a envie, et on a envie d'aider les autres, et on a envie de partager avec les autres, et ça nous aide tous. Donc c'est vraiment quelque chose de groupal. Écoutez, en tout cas, ça donne très, très envie de venir essayer ces ateliers. Certains parents, au-delà de l'écriture pour soi, du journal intime que l'on peut tenir ou des posts que l'on peut faire sur les réseaux, ont ce projet et mènent à terme le projet d'écrire un livre. Et ils ont toute mon admiration parce que on est nombreux à l'avoir, ce projet, et quand même assez peu à arriver à accoucher de ce projet. Et on a la chance ce soir d'être avec plusieurs parents parents auteurs, qui sont allés jusqu'au bout de ce projet d'écriture. Et moi, ce qui m'intéresserait maintenant avec toi, Oscar, c'est qu'on leur donne la parole pour qu'ils nous expriment aussi les motivations les ont poussés à éditer ce livre. Parce que vous verrez, et on a essayé de proposer à des parents qui ont des motivations très différentes et qui ont produit des livres très différents, qui n'ont pas du tout la même vocation, même s'ils sont tous habités par un immense amour pour leur enfant, parce que je crois que ça, c'est vraiment le point commun entre tous les livres que je connais de parents. Mais après, la motivation, l'ambition du livre n'est pas tout à fait la même. Alors, je n'ai pas la prétention de faire le tour de toutes les motivations, puisque chaque livre a une motivation unique, mais j'ai essayé quand même de faire une petite typologie, parce que ça me paraît vraiment déjà très éclairant de présenter comme ça. Alors, sans aucun ordre de préséance, comme je te vois, Catherine, je vais peut-être commencer par toi. Alors, juste en disant, Catherine, tu as écrit un livre en plus, et ce n'est pas pour ça que je le choisis en premier, dont en plus les bénéfices sont reversés à notre association, et ça me touche encore plus quand je sais à quel point, à peine plus d'un an après le décès de Lucas, être capable d'écrire un livre, de le partager, de mener ce projet-là, tu as toute mon admiration. Mais le livre que tu as écrit, il est pour moi particulier. Donc, je l'ai évidemment, puis tu vas nous en parler, avec un titre magnifique, Ce qu'ici nu. Mais il a la particularité d'être écrit, comme tu l'as dit, à trois mains avec ton fils Lucas, puisqu'il reproduit certains textes magnifiques de Lucas, mais aussi des illustrations de sa sœur Lise. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est à la fois ton livre, mais aussi le leur. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre? Alors, on t'entend. Là, ça va? Voilà, ça y est, c'est parfait, on t'entend. Bonsoir à tous alors. Merci Oscar, parce que je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que tu as dites en fait. Alors moi, le projet du livre, alors au début, ce n'était pas un livre, hein, c'était plus un journal. Moi, quand Lucas est mort donc en 2021, en janvier 2021, donc ça a été une mort soudaine, je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Ça a été ma première réaction. Et ensuite, je me suis dit que je n'étais pas la seule à vivre ça. Donc, j'ai beaucoup lu. J'ai eu une boulimie de livres qui parlaient du deuil. Je pense que j'ai dû en lire une centaine, facilement une centaine de livres. Et donc, moi, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que j'ai eu envie d'écrire. Donc, la première, et je crois que tu en as parlé, Oscar, c'était une espèce de me dire, voilà, ça m'est arrivé, il m'arrive ça en fait. Donc, c'était aussi une reconnaissance
parce que je ne sais pas, on a quand même un peu l'impression d'être sur une autre planète quand quelque chose nous arrive comme ça, d'être un petit peu spectateur aussi, parce que le choc fait qu'on est un peu spectateur. Et j'avais, par l'écriture, cette envie de rentrer, de me dire, c'est moi qui vis ça. Donc, je suis en train de vivre ça et d'écrire un peu tous les jours, pas tous les jours, mais un peu. Donc, j'avais aucun but d'éditer ce livre. Donc, c'était vraiment de dire, c'est pour ça le titre, Ce qui sinue, c'est dire vraiment tout ce qui me traversait. Il y avait ça. Il y avait aussi, j'avais besoin de me dire que aujourd'hui je vivais ça et j'avais envie de laisser une trace de cette année, parce que je m'étais fixé que ce livre, j'allais l'écrire sur un an en fait. Et j'avais dans l'idée de laisser une trace aussi pour Lise, pour qu'elle sache, voilà, on a vécu ça ensemble. Et donc, c'est vrai que je lui ai parlé de ce projet et je lui ai demandé si elle voulait faire quelque chose. Donc, elle, son moyen d'exprimer sa souffrance et de mettre des mots sur sa souffrance se fait par le dessin. Et donc, elle a décidé de faire des illustrations pour le livre. Et j'avais une troisième chose qui me poussait à faire ça, c'est que mon fils voulait être écrivain, donc il écrivait quotidiennement. Et c'est vrai qu'il m'a laissé beaucoup de textes qui m'ont beaucoup aidé en fait à sa mort, hein, que j'ai découvert à sa mort, tous ces textes, avec un éveil quand même sur beaucoup la question de la mort, qui était récurrente dans ses écrits. Et je me suis dit, comment je vais aussi lui rendre hommage. Et pour moi, ces moments où je me retrouvais à écrire chez moi, c'était aussi des moments où tout à coup, j'arrêtais tout le brouhaha autour et j'étais avec lui, en fait. Je me disais, voilà, on est ensemble, on se met dans notre bulle pendant 1 heure, 2 heures que duraient ces moments-là. Et je lui parlais aussi, c'était un moment d'échange et sur le fait qu'il voulait être écrivain. Et aussi, moi, je questionnais aussi qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je fais de cette souffrance, qui suis-je avec cette souffrance. Donc, c'était un petit peu tout ça. Et puis, donc voilà, le projet est né comme ça. Et alors, pourquoi le point rose? Parce que moi, le point rose, il m'a beaucoup aidé aussi. Et je remercie beaucoup Nathalie, Paoli et Éric Dudois, qui sont 2 personnes qui m'ont beaucoup aidé dans mon cheminement. Et notamment une phrase prononcée lors d'une conférence du Point Rose, où, alors c'est vrai, hein, j'ai assez rapidement eu à la fois, et ça Éric Dudois m'a permis d'être OK avec ça, c'est-à-dire que j'étais à la fois dévastée par ce qui m'arrivait, et heureuse aussi parce que j'ai ma fille, j'ai aussi ma vie autre que la souffrance et ce que je traversais. Et en fait, il a dit on peut être heureux et dévasté. Et ça, cette phrase a été un gros point de départ pour moi parce que je me suis dit ok, je peux me permettre de rire tout en étant dévastée aussi et en vivant cela. Donc ça a été tout ce cheminement là. Et donc il était normal ensuite que quand alors après voilà, j'ai écrit ça et puis j'ai commencé alors c'est vrai que quand notre enfant meurt, c'est pas que la mort de notre enfant, hein, c'est la mort d'un frère, c'est la mort d'un petit-fils. Donc on est confronté à tous les gens autour de nous qui sont en souffrance et qui sont là aussi en train de nous observer parce qu'eux aussi ils ont leur souffrance et ils savent pas trop quoi en faire. Et donc je me suis dit que ça pouvait être aussi une aide pour eux de d'accueillir leur souffrance, hein, parce que pour moi, ça permet aussi d'accueillir sa souffrance, en fait, et du coup de la partager. Donc, j'ai commencé à le faire lire un petit peu dans le cercle intime, et je me suis rendu compte qu'on me disait, ben merci, ça m'aide, ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on ressent, qu'on ne sait pas forcément exprimer. Et c'est comme ça que, voilà, que l'idée a germé de l'auto-publier, hein, parce que je l'ai, enfin auto-publier, ouais, c'est ça. Et après de le vendre. Alors, je l'ai vendu à des gens, alors pas forcément qui étaient en deuil, mais en souffrance, parce que ça parle beaucoup de souffrance en fait, et de qu'est-ce qu'on fait avec cette souffrance, hein, parce que enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une souffrance qu'on a quand même qui est là, hein, mais qu'on apprend à vivre avec, on l'enveloppe d'amour, on la bichonne même, et c'est une souffrance qui devient joyeuse en fait, c'est un peu particulier à dire, mais moi en tout cas c'est une réalité en ce qui me concerne. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. C'est très beau. Merci pour ton partage. Alors, je ne sais pas, Oscar, si tu as
une réaction. Moi, je trouve que c'est tellement incroyable ce que tu as réussi à faire dans ce livre et cette année si douloureuse. Qu'est-ce que, Oscar, peut-être tu veux ajouter? Non, je trouve ça très, très émouvant, très courageux, voilà, d'écrire comme ça à chaud, puisque dans la première année, on est vraiment à vif. Donc là, on est dans de l'immédiateté, donc on est forcément dans, dans la sincérité, dans l'émotion. Donc c'est bouleversant ce qu'on écrit là. Il y a pas tout ce recul, tout ce travail de réécriture 10 ans après. Euh, Peut-être que d'ailleurs Catherine écrira un autre livre dans 10 ans qui sera très différent et qui sera intéressant à comparer. Il ne faut peut-être pas attendre autant, mais en tout cas, on voit que quand on a commencé, il faut continuer pour voir un petit peu la perspective et le travail du temps qui vient polisser les choses, change dans notre perspective. Je me demandais, l'âge de Lucas. 20 ans. D'accord, d'accord. Ouais. Et donc, Il était épileptique et en fait, il a fait une crise et il est décédé suite à sa crise. En fait. Voilà. et il écrivait depuis quel âge? Depuis l'âge de 7 ans. Donc dans le livre, d'ailleurs, j'ai mis un de ses premiers poèmes. Là, il avait 11 ans pour ce poème. Et il écrivait, mais alors énormément. C'est-à-dire, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dans l'oreille ce bruit de clavier, en fait, Oui. que j'entendais la nuit, le jour, enfin, à toute heure de la journée, et parfois qui m'agaçait parce que je voulais dormir et j'entendais clac, 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 mais qui aujourd'hui, en fait, est un bon souvenir, en fait. Oui. En tout cas, je trouve que, et ça peut être vraiment très inspirant pour beaucoup de parents qui nous écoutent, si vous avez vous aussi des trésors de vos enfants, quel que soit leur âge, ça peut être des dessins, ça peut être des peintures comme celle de la fille d'Hilda qui est avec nous aussi, ou même des dessins d'enfants, ou des petits récits comme celui de Carla Marie, le petit chaperon rose, plein de fautes d'orthographe. Peut-être que vous pouvez les partager s'ils ont justement cette vocation et je crois qu'on a un devoir aussi de partager ces trésors. Alors, pour faire la jonction et donner la parole un peu à tout le monde, tu as parlé, Catherine, de quelque chose de très juste qui est quand on perd un enfant, il y a notre souffrance, mais il y a celle aussi des proches, des frères et sœurs et des grands-parents. Et là, je voudrais donner la parole à Sarah, Sarah qui est avec nous, parce que son papa a écrit 2 recueils de poèmes juste magnifiques, inspirés par cette petite fille toute jeune que vous avez perdue, Constance. Et je trouve que c'est dans ce qu'il a exprimé, que c'était à la fois pour sa petite fille, pour Constance, mais aussi pour sa fille, pour toi, Sarah. Et je trouve que c'est un acte d'amour et magnifique. Et puis peut-être aussi parler de ces poèmes. Qu'est-ce que la forme du poème permet dans l'expression du deuil? Et toi, comment, Sarah, je sais que ton papa est très pudique et n'a pas souhaité être là, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de qu'est-ce qu'il a partagé avec toi de son objectif dans ce travail d'écriture, ce poème pour Constance et dans les pas de Rosine aussi qu'on a. On vous mettra tous les titres, bien sûr, dans les commentaires. Oui. Alors, du coup, effectivement, j'ai un statut un peu particulier parce que je ne suis pas moi-même parent-auteur, mais du coup, c'est mon papa qui est l'auteur des 2 recueils de poèmes qu'a cité Nathalie, donc avec Constance et puis le deuxième qui est sorti tout récemment dans les pas de Rosine. Peut-être pour retracer un peu l'historique de ces 2 recueils, préciser qu'en fait, il a commencé à écrire, donc Constance était malade depuis la naissance et donc elle a toujours été dans un hôpital. Et en fait, l'origine, on va dire, des premiers textes, c'était quand on a appris le diagnostic de sa maladie, qu'on a découvert que sa maladie était incurable et qu'elle aurait une vie assez courte. Mon papa a commencé à écrire des textes. Alors, ce n'était pas tout de suite des poèmes. Je pense que c'était une manière aussi de faire part un petit peu de tout ce qu'on ressentait au sein de la famille face à tout ce qu'on pouvait vivre avec Constance à l'hôpital, de l'annonce du diagnostic,
parfois les comportements des médecins. Enfin, voilà, c'était... Voilà. Et donc, il s'est un peu fait le porte-parole de ce qu'on pouvait ressentir en famille. Donc plutôt sur de la prose, et il s'exprimait au nom de sa petite fille, en fait. Donc c'était Constance qui prenait la parole et qui racontait un peu son parcours et à vue de bébé, et puis un peu comment est-ce qu'il fallait prendre soin d'elle et tout ça. Et puis finalement, la prose, ça a été assez court finalement, parce que de mémoire, il n'y a eu que 2 textes en prose qui ont été écrits par mon papa pour Constance. Et il est très vite passé à de la poésie. Donc il a écrit, je dirais, une petite dizaine de poèmes euh, que j'avais pris l'habitude en fait d'afficher dans les murs de la chambre de Constance, donc de sa chambre d'hôpital. Et qui donnait lieu à plein de discussions avec les infirmières, avec les médecins. Voilà, il y avait beaucoup de médecins qui venaient soit nous voir pour nous dire ah bah, je suis venue le lire à tel moment. Alors, ce qui était rigolo, c'est qu'ils venaient le lire à des moments où on n'était pas présents, nous. Par pudeur, hein, je pense, mais bon, voilà. Donc, souvent, c'était la nuit. Et puis, ils revenaient quand même nous voir le lendemain pour nous dire ah bah, j'ai vu le nouveau poème. Et puis, de fil en aiguille, ils nous demandaient quand est-ce que le prochain poème serait affiché. Et voilà, ça a été une manière, en fait, de nous de permettre à mon papa de s'exprimer aussi avec tout le corps médical. Et puis, du coup, ça a donné lieu, nous, à des sujets de discussion avec l'équipe médicale. Donc, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé cette histoire. L'idée n'était probablement pas d'en faire un recueil à cette époque-là. Et puis, Constance est morte à ses 10 mois, et ça n'a pas du tout empêché mon papa de continuer à écrire, puisqu'il a écrit un poème quelques jours à peine après sa mort, qu'on avait pu afficher dans sa chambre funéraire à ce moment-là. Enfin, voilà, on a continué en fait sur ce mode-là. Et puis voilà, il ne s'est jamais arrêté en fait d'écrire, donc des poèmes toujours. Finalement, c'est le style qu'il a trouvé, ou en tout cas la poésie et lui se sont trouvés. Pour l'anecdote, il a toujours été petit adepte de la poésie. Enfin voilà, il me raconte souvent les moments où quand il devait apprendre des poèmes quand il était petit. Enfin voilà, il n'a pas du tout un métier littéraire de base, mais il était plutôt littéraire de formation. Et donc voilà. Et puis donc petit à petit, la somme des poèmes en hommage à Constance devenant assez conséquente, est venue l'idée d'en faire un recueil, de l'illustrer. Et donc c'est comme ça qu'est né le premier recueil avec Constance. Et tous ces poèmes, en fait, ça a été un énorme partage aussi entre mon papa et moi. Effectivement, tu le disais, Nathalie. Ça nous a beaucoup rapprochés. C'était aussi une manière pour les deux pudiques qu'on est d'échanger et puis de communiquer aussi ensemble. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire du premier recueil. Et puis pour le deuxième recueil, j'ai eu le droit de lire que quelques poèmes en fait, puisque du coup il en a partagé quelques-uns à des moments bien précis qu'il a su identifier, parce que voilà, je pense que c'était important pour lui à certains moments de m'en partager quelques-uns, ou alors il savait qu'il y avait certains autres moments où c'était important pour moi de pouvoir en lire quelques-uns. Mais donc, je n'ai pas du tout lu tous les poèmes du deuxième recueil. Je n'ai pas du tout été associée plus que ça à la conception du recueil. Et ça a été vraiment une surprise, en fait, aussi pour moi, de découvrir le deuxième recueil, Dans les pas de Rosine, qui est dans un univers assez différent du premier recueil, qui était très empreint de Constance. Alors, le deuxième l'est toujours. Il y a quand même des poèmes qui lui rendent hommage. Mais c'est vraiment la thématique cette fois-ci de comment est-ce qu'une famille avance aussi dans le deuil, comment un grand-père avance sur ce chemin de deuil. Et ce que je trouve très beau aussi, c'est que c'est son cheminement à lui. Il s'est beaucoup plus livré aussi dans le deuxième recueil que dans le premier, je trouve, d'une manière différente en tout cas. Mais voilà, je lui ai redit il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé qu'il y avait plus de poèmes dans lesquels il se livrait. Voilà.
En tout cas, merci, c'est magnifique ce que tu partages. Et je précise quand même que l'intégralité des droits d'auteur ont été aussi reversés à des causes qui, Oui, évidemment, en lien avec Constance. Et donc, ça aussi, souvent, les livres vos livres, vous leur donnez aussi une vocation d'aider des causes qui, évidemment, ont impacté vos enfants. Et je trouve ça formidable. Alors, avant de passer au prochain témoin. Oscar, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la poésie et qu'est-ce qu'elle a de particulier dans l'expression et l'aide au deuil? Oui, alors, deux choses. Mais avant de répondre à ta question, je veux, pardon, faire un commentaire sur ce que disait Sarah, et ça c'est important. En tant que parent, on a un peu tendance on est tellement enfermé dans notre douleur qu'on oublie, puisqu'on est le premier cercle, on oublie les très proches que sont effectivement les grands-parents, les oncles et tantes, et qui ont parfois aussi une grande douleur et qui par pudeur sont en retrait, alors que c'est aussi une énorme souffrance pour eux. Et je trouve que le fait que un grand-père s'exprime, c'est absolument magnifique. Alors, je n'ai pas lu, je n'ai pas lu ces poèmes, mais j'ai très très envie de les lire, parce que moi aussi, justement, alors là, ça me permet de répondre à ta deuxième question. Ce que je trouve intéressant avec la poésie, bon, avec tous les supports littéraires, on se rend compte que on ne dit pas la même chose. Selon le support littéraire que l'on utilise, on ne dit pas la même chose. Que ce soit un journal intime, que ce soit à travers un récit, si vous voulez raconter votre histoire, si vous décidez d'en écrire un roman, aussi proche de la réalité qu'il soit, vous allez, à travers le récit, changer les choses, les raconter autrement. Si vous décidez d'en faire une pièce de théâtre avec que des dialogues, ce sera forcément différent à nouveau. Et si vous écrivez des poèmes ou un journal, eh bien, vous ne direz pas les choses. Donc, ce sont des, des, des supports qui se complètent autant que la peinture complète justement l'écriture ou la sculpture. Et je peux en parler à la personne puisque j'écrivais d'abord des lettres pour donner des nouvelles, où là je m'adressais directement aux personnes, donc par email, et puis on les mettait après aussi sur Facebook. Donc là, c'était vraiment la forme des lettres où je donnais des nouvelles. Et puis j'ai écrit ce journal, et puis il y avait des moments où c'était des poèmes qui venaient. Et il y avait un décalage. C'était souvent dans un poème, d'abord, c'est souvent plus court, sauf exception. En principe, un poème, c'est court. Donc, on va à l'essentiel. On est parfois beaucoup plus à fleur de peau sur les sentiments, et à la fois quand ce sont des poèmes un peu, j'allais dire, avec une forme classique, avec des rimes, alors il y a une forme qui épouse le fond et qui fait que il y a un écho entre ce qu'on dit et la manière dont on le dit, et où l'obligation de la forme nous fait dire parfois d'autres choses, peut nous inspirer d'autres choses, et c'est souvent très très percutant, et ça touche énormément. Donc c'est un très beau support et très complémentaire des autres sources, et il faut s'y essayer. D'ailleurs, moi, dans mes ateliers, quand je dis, voilà, aujourd'hui on écrit un poème, et ben, mais je sais pas, j'ai jamais écrit de poème, je sais pas. Pourtant, on le fait à l'école, on le faisait à l'école, on a appris, c'est une technique, et puis on n'est pas obligé d'écrire, voilà, un sonnet avec des rimes embrasées, tout ce que vous voulez. On peut écrire des poèmes en prose, mais cette forme plus directe, plus courte, plus incisive, est une manière pour des parents, même si on ne va pas forcément le partager après, de dire des choses différemment, et de parler parfois encore plus avec le cœur. Merci, merci Oscar et merci Sarah. Alors maintenant, si elle est d'accord, j'aimerais donner la parole à Stéphanie. Stéphanie Dessolières qui a écrit un livre, moi, qui m'a bouleversée, que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Lou, bien sûr, du prénom de sa merveilleuse fille, mais aussi avec un sous-titre qui dit beaucoup de choses, qui dit « Mes combats pour sauver ma fille ». Alors pour moi, ce livre
fait partie des livres, évidemment, de témoignages, où on récite, on raconte, on témoigne de ce qu'on a vécu avec son enfant, mais aussi dans une vocation de mener, comme le dit le sous-titre, un combat parce qu'on a vécu des choses pas justes, pas normales, des choses qui nous donnent un devoir de les dénoncer ou peut-être d'initier quelque chose à travers ce témoignage et de mener une action. Et là, on voit vraiment combien le livre peut être un support de quelque chose qui est un début, alors certes, qui aussi a la même vertu de mettre à distance un vécu très douloureux. Et je ne sais pas, Stéphanie, comment tu as pu vivre autant d'épreuves avec ta fille, mais avec cette vocation, ce devoir de lancer quelque chose. Donc, Stéphanie, si tu veux bien nous en parler, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup. Je suis très touchée de partager tout ça avec vous et je suis très touchée par ce que tout le monde a dit. Et effectivement, on se retrouve, je pense, tous dans tout ce que les parents disent, dans ce qu'Oscar dit sur l'écriture, la poésie. Moi, je me suis essayée un peu aux deux et c'est vrai que c'est deux expressions fondamentales pour sortir. Enfin, moi, c'était ça, j'avais besoin de sortir la douleur. Et dans le cadre de Lou, effectivement, pour moi, ça dépasse aussi la vie de Lou parce que j'ai envie de sensibiliser sur ce qu'elle a vécu et qui lui est arrivé pour que ça n'arrive pas à d'autres enfants. Lou, en fait, est une petite fille qui est née avec une malformation cardiaque en 2008. Et en fait, à partir de là, elle a été opérée du cœur et toute notre vie, enfin toute ma vie, celle de son père, de son frère, a basculé parce que tout d'un coup, on m'apprend que l'opération ne se passe pas normalement. Enfin, c'est un enchaînement comme ça de choses jusqu'à découvrir qu'en fait, elle ne pourra pas marcher, ou en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et donc, je découvre l'univers des kinés, des ergothérapeutes. Et moi, j'étais journaliste avant. Et j'ai dû mettre un peu toute ma carrière entre parenthèses parce que j'ai voulu justement que cet enfant vive. Elle avait eu 3 pronostics vitaux engagés de 0 à 6 ans parce que l'opération de chirurgie cardiaque avec un pronostic vital engagé. Ensuite, une réhospitalisation pour une pneumopathie. Enfin, ça a été comme ça une espèce d'aventure qui nous a complètement dépassés. Et surtout, on s'est retrouvés du jour au lendemain confrontés à un univers médical et hospitalier extrêmement violent. Comme j'imagine beaucoup de parents ont vécu aussi, mais nous, on y allait très régulièrement, une incompréhension, un manque d'écoute, des postures de sachants qui renforcent en fait la douleur déjà qu'on vit d'avoir un enfant qui a des soucis de santé, qui en plus était avec un handicap moteur puisqu'on a diagnostiqué une paralysie cérébrale. Et puis ensuite, l'école, où notre fille en fauteuil roulant n'était acceptée nulle part, aucune cantine. Enfin, tout d'un coup, j'ai vraiment eu le sentiment que je suis passée d'une vie insouciante de journaliste à une vie de combat, enfin littéralement de combat, où on se sent très seul. Et j'ai réalisé assez tardivement, en fait, que je n'étais pas la seule, malheureusement, que nous étions des millions de parents de familles avec un enfant avec un handicap moteur à devoir vivre ça. Et du coup, sur le coup, je n'ai pas pensé à écrire. C'est arrivé beaucoup plus tard parce qu'après avoir arrêté de travailler, j'ai appris que j'étais aidante familiale puisqu'en fait, Lou était tellement souvent à l'hôpital à devoir aller chez l'ergo, etc., que j'ai mis complètement ma carrière de journaliste entre parenthèses avec l'aide de mon mari, qui du coup a pris aussi beaucoup sur ses épaules. Et puis, en fait, j'étais occupée à l'amener à chaque fois aux rendez-vous médicaux, etc. Et après, ce qui est arrivé, c'est en 2019, l'impensable est arrivé, effectivement. C'est à peine croyable, elle avait mal au ventre, on est allé 3 fois aux urgences pédiatriques et à chaque fois on s'est fait renvoyer pour elle va avoir ses règles pour je ne sais quoi, enfin ils sont complètement passés à côté du diagnostic. On a attendu à chaque fois 8 heures, elle était dans des souffrances terribles et quand on est revenu le 3e jour alors que j'avais vu d'autres médecins, il y a eu un enchaînement totalement fou d'erreurs médicales et quand on est revenu c'était trop tard. Et là, elle a été hospitalisée, ça a duré 15 jours et ça a été la descente aux enfers. Et je me suis dit, quand elle est partie, moi, la première chose que je me suis dit, tout ça pour ça, c'est pas possible. On s'est pas battu pendant 12 ans. J'ai mis ma carrière entre parenthèses, tout un équilibre familial qui est perturbé. Et tout d'un coup, c'est fini. Et surtout, en plus, sans prise en charge à temps. Donc, je l'ai vue vraiment agoniser. Et là, moi, à ce moment-là, au-delà de l'anéantissement total que tous les parents ont vécu, j'imagine, comme moi, j'ai une espèce de colère monstrueuse qui est sortie et qu'il fallait sortir. Et
déjà du vivant de Lou, j'avais commencé à écrire parce que j'avais besoin de reprendre un peu le fil. Je m'étais dit, mais à quel moment ma vie m'a totalement échappé des mains? J'étais journaliste, mariée, tout allait bien. Et tout d'un coup, je me retrouve à aller chez l'ergo, le kiné. Ma fille est épileptique. Il faut que je cherche des méthodes de rééducation pour qu'elle puisse marcher. Enfin, et je passe ma vie à ça et j'ai plus de vie en dehors d'elle. Et en même temps, c'est ce que je voulais. J'étais très fière. J'avais réussi à lui trouver un collège qui enfin l'accepte à Paris. J'avais enfin trouvé un proviseur qui accepte qu'elle aille à la cantine. Donc, je me suis dit, je vais peut-être reprendre ma vie. Et on avait commencé à écrire d'ailleurs à quatre mains avec elle cette histoire de comment maman était journaliste et tout d'un coup, voilà. Et puis bon, la fin n'était pas du tout prévue comme ça. Et du coup, ça a été moi un espèce de besoin de déposer sur le papier. Et c'est là où c'est très intéressant ce que disait Oscar, c'est vraiment ça, c'est déposer sur le papier toute cette rage que j'avais de cette injustice. Déjà, j'avais besoin de le faire pour moi. Et en plus de me dire, je ne veux pas, c'est pas possible que ça arrive à un autre enfant, à une autre famille. C'était vraiment quelque chose de tripal. Donc, c'est venu comme ça. Et puis après, le hasard de la vie, parce que j'avais fait une page Facebook pour dénoncer ces négligences médicales très graves, finalement a été relayée par la presse à l'époque, fin 2019. Et là, j'ai été contactée par une radio qui m'a demandé si je voulais publier. Donc ça, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment même étrange. Et bon, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai été publiée par un éditeur, mais c'était au départ pas... C'était pour moi et finalement au service des autres. Vraiment, c'est vrai que ça me tient à cœur que ça puisse servir aux autres. Merci beaucoup Stéphanie. C'est vrai que ton livre est poignant. Il y a vraiment plusieurs combats, hein. Le combat pour le handicap et toutes les difficultés dont tu témoignes avec ta fille à l'école et dans d'autres situations. Et puis toutes ces incohérences. Et peut-être qu'une façon de les supporter, c'est déjà de les dénoncer et de pouvoir ensuite les relayer et pour que ça n'arrive pas à d'autres. Et ça, il y a beaucoup de parents qui témoignent, qui racontent, pas juste pour eux, mais dans cette volonté de peut-être agir et que ce qui leur est arrivé ou ce qu'ils ont vécu avec leur enfant ne se répète plus. Donc, je ne sais pas si cette partie, Oscar, tu veux aussi réagir? Ce que je trouve dans votre histoire, Stéphanie, ce que je trouve beau, c'est que vous avez réussi à canaliser, plutôt que de sombrer dans le désespoir, par l'écriture et à en faire quelque chose. Alors, c'est toujours délicat parce que quand on nous dit, mais alors, vous avez donné un sens, alors c'est une bonne chose et c'est tant mieux. C'est jamais tant mieux qu'un enfant meurt. Et il n'y a jamais un moment, c'est pas comme de perdre son travail et je vais en trouver un autre où je vais changer de vie et ça va peut-être être encore mieux et un jour je me dirai c'était une bonne chose. Là, jamais un parent va se dire c'était tant mieux. Donc attention, évidemment, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais de réussir à en faire quelque chose de positif, à en sortir quelque chose. Je vais reprendre une autre comparaison littéraire. Les fleurs du mal de Baudelaire, c'est ça, c'est à partir de sujets nauséabonds, de sujets tabous, il arrive à écrire des choses qui sont belles et d'arriver à transcender la souffrance et à écrire et à porter comme ça ce projet qui va aider plutôt que de vous enfermer dans cette souffrance. Et là, il faut une vraie force. Je suppose que l'écriture vous y a aidé. Alors, comme vous étiez déjà journaliste, vous aviez sans doute des facilités et c'est tant mieux. Surtout une rapidité d'écriture que je n'ai pas. Moi, je jalouse toujours beaucoup les journalistes. Voilà, moi, c'est aussi mon gros problème. Mais ça, je trouve ça assez exceptionnel. Et vous mettez en exergue toutes ces émotions parce que il est évident que de manière générale, quand on perd un enfant, on est débordé d'émotions et par toutes les émotions et parfois on a parfois on va bien, tout à coup un moment, tiens, aujourd'hui je me sens bien, ça va. Ou alors on est complètement effondré et parfois on bascule d'une minute à l'autre. Et il faut apprendre à les
j'allais dire à les gérer, c'est pas très joli, c'est pas tout à fait ça, mais à les comprendre pour pouvoir les dompter et les accepter et les canaliser. Et effectivement, là, ce que vous avez fait à travers ce livre était un magnifique exemple, évidemment, de résilience et surtout de cadeaux que vous faites et que Lou fait au monde. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher en se disant, voilà, c'est une horreur absolue ce qui lui est arrivé, ce qui vous est arrivé, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré. Et ça, il n'est pas question de le minimiser, mais on peut se réjouir de ce que ça a donné comme fleur magnifique et qui peut aider les autres. Et là, je vous félicite d'avoir eu cette force intérieure pour en faire ce cadeau. Merci. Ben, c'est vrai que j'étais complètement portée par Lou durant toute l'écriture, ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'étais vraiment habitée par elle. Et c'est vrai que ça me donnait le sentiment qu'elle était là avec moi et que j'avais besoin encore de porter et de combattre encore au-delà de sa mort pour d'autres enfants, pour que ça n'arrive pas. Et c'est vrai que c'était, oui, ça m'a vraiment portée. Et j'ai essayé de l'écrire de moi de manière le plus factuelle. Alors c'était un peu paradoxal parce que j'avais énormément de colère. Mais j'ai essayé de l'écrire comme un journaliste, c'est-à-dire vraiment de manière à ce que le lecteur se fasse tout seul l'opinion des sachants, entre guillemets, des réflexions qu'on entendait, des regards sur le handicap, des réflexions en essayant d'être le plus factuel possible. Et je suis assez touchée parce que j'ai eu quelques retours de médecins, les rares médecins qui m'ont fait l'amitié de le lire. Et il y a une pédiatre qui a témoigné, qui a dit qu'elle ne prendrait plus jamais les enfants dans son cabinet de la même manière parce qu'elle avait vu l'autre côté du miroir. Et ça, je me dis, voilà, c'est un magnifique cadeau et ça met un tout petit peu de baume sur le chagrin. Et ça, c'est vrai que c'est superbe. Merci beaucoup, Stéphanie. Et Merci. on voit bien que nos témoignages ont une vraie force d'enseignement. Et donc, c'est même quand ils sont si douloureux. Donc, un grand merci à toi et longue vie à ces combats que tu inities. Alors, pour faire la transition, je vais faire un lien entre des choses que vous avez dites toutes. Alors, Sarah, toi, c'était dans le vécu, puisque c'était presque des poèmes, un journal et au quotidien. Mais c'est le fait que quand vous avez écrit ces livres, vous étiez avec votre enfant. Il y avait comme une relation où le temps de l'écriture, c'était comme une bulle où dans le sevrage douloureux qu'on peut avoir quand on perd son enfant, ben là, je retrouve ce lien intime à toi pendant que j'écris, ce qui m'amène à donner la parole à Marie. Marie Didier-Laurent qui a écrit un magnifique livre, évidemment aussi touchant, qui m'a beaucoup bouleversée, Amandine forte et libre, avec en couverture sa magnifique Amandine, qui, pour moi, ton livre, Marie, fait partie de ces livres où à la fois il y a le témoignage, le récit de ce que tu as vécu avec elle, sa maladie, son accompagnement, l'injustice, la douleur, les mots, la souffrance. Et c'est vraiment important parce que je crois qu'on ne peut pas s'imaginer ça tant qu'on ne lit pas un témoignage d'une maman ou d'un papa. Et en même temps, ce ne sont pas des livres qui s'arrêtent là, qui s'arrêtent juste à dire, ben voilà, j'ai vécu l'horreur, point, c'est fini. Ton livre s'ouvre sur une perspective de la relation à Amandine continue. Il y a quelque chose, j'ai vécu ça, mais une forme d'éveil, d'ouverture à une autre forme de relation à ta fille et une dimension, alors peut-être plus spirituelle, mais avec cet immense espoir dans ton témoignage, quand pour un parent qui est en train de perdre son enfant, de se dire, cette maman, à travers son témoignage, me reconnaît et ce qu'elle vient partager, c'est qu'elle n'a pas perdu sa fille. Il y a autre chose qui a continué après. Et ça, c'est un immense espoir. Ça aussi, c'est des livres tellement réconfortants pour des parents qui vivent la même chose. Donc, Marie, est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, bien sûr. Merci Nathalie. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, tu as employé le mot spiritualité. Pour moi, je le mets même plus entre guillemets aujourd'hui. On a chacun une forme de spiritualité, quel que soit voilà, notre parcours.
Et donc, c'est un mot que j'emploie vraiment au sens très, très large, et il s'appuie sur l'expérience, en fait, hein, tout simplement. Le livre, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Oscar, au début, moi, ça fait longtemps que j'écrivais pour moi, voilà, depuis que j'étais adolescente à peu près, et donc l'écriture m'a toujours permis, en fait, de poser mes émotions, de poser mes ressentis, et donc effectivement de prendre de la distance par rapport à ça. Donc je dirais que l'écriture, en fait, a été présente tout le long du parcours. Donc Amandine a été malade, elle a eu un cancer rare, elle est décédée à 18 ans. Et l'accompagnement, en fait, je l'ai aussi posé sur écrit, par écrit. Voilà, j'avais besoin aussi de déposer, on l'a dit ce soir, de déposer ce qui se passait pour moi, de déposer la douleur par moment, toutes ces émotions. Le fait de décider que ce serait un livre, ça s'est présenté tout seul, en fait. À un moment donné, tout ce que j'avais écrit pour moi avait besoin, enfin voilà, c'était une espèce d'impulsion, ça avait besoin de partir dans le monde. Et comme je dis, depuis le livre, il fait sa propre vie. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Nathalie, par rapport à la relation avec ma fille qui est toujours là, oui, effectivement, et je pense que pour tous les parents, notre enfant est toujours là. Mon livre commence par la fin, parce que j'ai vraiment eu besoin de mettre sur écrit la dernière nuit que j'ai passée avec Amandine et sa transition. Parce qu'en fait, j'ai vécu physiquement, elle était contre moi, j'ai vécu physiquement ce qui s'est passé. Voilà, j'ai effectivement vécu des expériences assez extraordinaires. Il y en a eu pendant tout le temps de notre parcours ensemble également, pendant qu'elle était malade. Et donc, il y a un ressenti intérieur, une fois qu'elle est de l'autre côté, qui est effectivement dans ce lien qui se poursuit. Voilà, c'est une évidence parce que je l'ai vécu comme on peut vivre n'importe quelle expérience de tous les jours. Et voilà, donc effectivement, c'était quelque chose que j'avais besoin d'écrire pour moi. On l'a dit ce soir, pour ne pas oublier en fait ce qui avait été vécu. Garder ce ressenti fort, ces ressentis forts que j'avais eus. C'était pour moi aussi peut-être en fait honorer aussi tout ce que Amandine avait traversé. Voilà, c'était aussi ça l'écriture à la base. Et puis après, le fait de propulser ce livre, c'est aussi, je pense, pour que justement d'autres parents, tu le disais, qui n'ont pas forcément la possibilité d'écrire, puissent se retrouver. Moi, je sais qu'il y a des résonances, voilà, qui se sont faites avec des personnes qui n'ont pas forcément vécu le même parcours, mais qui ont pu être touchées par certains épisodes qu'on a pu vivre. Et donc oui, témoigner, c'est ça aussi, c'est donner en fait peut-être une parole à d'autres personnes. C'est aussi, enfin moi, il y a tellement de livres qui m'ont aidée dans ma propre vie. À un moment donné, je me suis dit, voilà, c'est effectivement un témoignage de plus, il y en a déjà plein, mais oui, pourquoi pas aussi apporter ce témoignage-là. Il va aller vers des personnes chez qui ça pourra être important, cette forme d'écriture-là. Et voilà, donc que des personnes puissent effectivement soit s'y reconnaître, soit comprendre aussi. Voilà, comprendre ce qui a pu être vécu, comprendre que le lien d'amour, il perdure. Et moi, c'est un des grands thèmes en fait dans ce livre, c'est vraiment ce vécu d'amour avec ma fille. Alors que pourtant, on a aussi une relation qui a pu être conflictuelle, hein, voilà, entre une enfant et sa maman, entre une jeune fille et sa maman, mais j'ai vraiment vécu et j'ai voulu témoigner de ça, de cet amour qui était palpable,
et qui a été présent vraiment jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous a soutenus en fait dans tout le parcours. Effectivement, comme disait Stéphanie, le parcours hospitalier qui a certainement pas été aussi compliqué que celui qu'elle a pu vivre, mais on s'est aussi retrouvé confronté à certaines choses qui, moi, m'ont remise en question à l'intérieur par rapport à mes convictions, par rapport à voilà, la façon dont j'abordais les choses. Et Amandine a pris ses décisions. C'était une jeune femme. Voilà, mais l'amour permet vraiment de transcender aussi les choses et de, voilà, et de créer et de continuer à vivre ce lien au-delà de la mort. Et ce parcours en fait de cette relation différente aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit à travers le processus du deuil que c'est une relation intérieure que l'on va créer. Après, on est nombreux, peut-être il y en a parmi vous ce soir qui écoutent, on est nombreux à vivre aussi des manifestations, hein, des expressions, des vécus différents avec nos enfants ou avec nos défunts de façon générale. Et voilà, cela aussi fait partie des choses dont j'ai envie de témoigner. Voilà. Donc ça, c'est pour la suite, parce qu'il y a déjà une suite qui est en train de commencer à s'écrire, qui sera un peu plus sur ces thématiques et qui sont, voilà, pour moi aussi en lien avec cet amour. Hein. Effectivement. Merci beaucoup, Marie. J'ai déjà hâte de lire cette suite. Déjà que je finisse de l'écrire. Hein. Je ne suis qu'au début, mais voilà. C'est l'inspiration déjà d'imaginer un livre, alors 2, n'en parlons même pas. Moi, je trouve effectivement, il y a énormément de parents qui témoignent dans leur récit, dans leur livre, de cette relation, des signes extraordinaires dont on parle de plus en plus, les fameux PSCD, les signes de présence, de lien avec l'au-delà. Alors, on ne va pas faire un sujet ce soir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de parents qui osent l'exprimer, de scientifiques aussi, comme Christophe Fauré, son dernier livre par exemple, ou Stéphane Alix, le sien, qui osent dire, oui, c'est une relation extraordinaire et on ne cherche pas à dire c'est vrai, c'est faux. On a bien conscience que c'est d'abord une relation intime qui perdure et qui donne tellement de réconfort et face à ça, on n'a pas à juger. Moi, je trouve juste que ce qui est extraordinaire, c'est que chez tous ces parents qui témoignent de cette expérience, de cette survivance d'une relation autre avec leur enfant, il y a quand même cette volonté aussi de donner de l'espoir et, comme tu disais, Oscar, de transformer une douleur qui aurait pu vous détruire, qui pourrait nous laisser totalement à terre, en témoignage de « je suis encore debout », mais pas juste à moitié brisé. Garder espoir parce qu'il est possible que la vie, elle est encore possible après et le lien d'amour ne disparaît pas. Et c'est vraiment une volonté de transmettre cet espoir que je trouve qui est derrière tous ces livres. Et ça, c'est vraiment admirable parce qu'on pourrait aussi faire des livres où on s'arrête là. Juste, mais voilà, vous transmettez cet immense espoir et un grand merci. Alors, je ne sais pas si dans tes ateliers, Oscar, tu as aussi cette volonté, ces témoignages de cette volonté d'écrire à quel point l'amour est encore plus fort que la douleur. Qu'est-ce que ça t'inspire? Si, alors il est évident que tous ces témoignages, et puis alors celui de Marie particulièrement, sont importants notamment pour les parents qui n'écriront jamais, parce que même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui écrivent ou qui veulent écrire, je pense que proportionnellement, c'est pas tant que ça pour tout un tas de raisons, et il y en a qui n'oseront pas écrire cela, qui voudront pas être mis en avant et qui voudront que ça reste dans la sphère privée, et donc qui est ces témoignages, ils peuvent s'y retrouver. Il est évident que nos enfants nous habitent, j'allais dire nous hantent. Tu sais que c'est la même étymologie, hein, hanter et habiter, et ça vient de la racine du mot, c'est maison. Et
et peut-être que indépendamment, encore une fois, de nos croyances, qui sont toutes respectables, il y a peut-être qu'on peut, face au mystère de la mort, faire preuve tout simplement d'humilité et d'accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses que notre finitude humaine nous empêche de comprendre. Est-ce que c'était écrit? Est-ce que c'est pour un bien plus grand? Est-ce que tout ce qui peut nous faire du bien est positif. Vous savez, moi, si quelqu'un me dit que dans une vie antérieure, il a été un serpent, si c'est ce qui aujourd'hui, il en est tellement persuadé qu'il se dit que c'est ça qui lui donne envie d'être un médecin et de sauver les gens ou je ne sais quoi, c'est merveilleux. Si ça lui donne envie, ça le justifie qu'il ait envie d'être un tueur en série, c'est n'importe quoi. C'est pas ça. C'est toujours qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait Vous savez, les meilleurs joueurs de poker sont pas ceux qui ont les meilleures mains. C'est toujours très étonnant. C'est savoir miser, savoir avec les cartes qui nous sont données, pas se plaindre de ne pas avoir toujours une paire d'as et de se dire on va pas me demander de faire mieux, mais je vais faire au maximum avec ce qui m'a été donné. Et il y a un moment, parce que encore une fois, sans faire de généralité, il y a pourtant des cas, il y a des parents qui se suicident, il y en a qui sont désespérés, qui ne remontent jamais la pente, il y en a qui simplement beaucoup pensent à la mort ou sans aller jusque-là, même ont cette énergie vitale qui les abandonne. Et à partir de là, si le choix se fait entre sauter du pont ou empêcher qu'un autre saute du pont en l'aidant, et parce qu'on est plus fort à deux, en lui tenant la main, parce qu'on n'a jamais envie de voir quelqu'un sauter d'un pont, alors on ne va pas imposer ça aux autres. Je me dis qu'au contraire, est-ce que tous ensemble, on ne peut pas faire, une farandole, c'est un peu ridicule comme image, mais se dire, voilà, si on se tient la main, on est plus fort et on sera moins tenté, on se sentira moins seul. Et l'écriture est ce lien indirect. Parce que c'est ça qui est beau dans l'écriture, c'est que voilà, on écrit et puis on ne sait pas qui va nous lire, quand. Parfois, on a l'impression qu'on écrit des choses qui sont futiles et qui servent à rien, mais même si on aide une personne, deux personnes à travers nos écrits, à travers nos témoignages, c'est déjà magnifique. Charles Perrault aujourd'hui on ne le connaît plus que pour ses contes de fées qui sont merveilleux, alors qu'à l'époque de Louis XIV, c'était un grand académicien qui a écrit tout un tas de choses et puis ses petits contes pour se divertir qu'il avait même mis au nom de son fils. Aujourd'hui, c'est ça qui nous reste et c'est très beau. Et donc, il faut avoir cette humilité aussi de se dire que voilà, on fait ce qu'on peut, on allume une bougie plutôt que de se plaindre de l'obscurité et puis on éclaire ce qu'on peut à la distance que nous donne la bougie. Ah, tu as coupé le micro. Excusez-moi, oui, j'avais coupé. C'est vrai que tous ces livres sont vraiment merveilleux pour nous aider. Et alors, j'encourage toutes les personnes qui nous suivent, qui veulent en commentaire citer des livres qui les ont aidés, des témoignages, parce que c'est toujours un trésor. Nous, au sein de l'association, on a une espèce de banque de titres. Et on est toujours heureux de l'enrichir parce qu'on sait que les parents vont venir, comme tu dis, trouver le livre qui va les aider eux. Et je pense notamment au livre d'Anne-Dauphine Julien, qui m'ont particulièrement aidé quand j'accompagnais Carla Marie. Et on a comme ça des livres qui peuvent vraiment faire une différence. Alors pour finir, je voudrais donner le mot de la fin à Hilda. Hilda, qui est une maman de l'association aussi, et qui a écrit plusieurs livres, pour nous parler d'un autre type de livre. Alors évidemment, un témoignage qui ouvre sur l'éveil, le titre de ton livre, De la douleur à l'éveil de la spiritualité, un cheminement difficile. Ça rejoint cette idée de comment cette douleur terrible nous ouvre à une dimension peut-être agrandie de nous-mêmes et du monde et de sa compréhension, mais aussi à une forme d'écriture qu'on dit inspirée. Ou intuitive, c'est-à-dire des écritures où à la fois on écrit, c'est bien nous qui écrivons, mais notre enfant, alors après évidemment ça nécessite de croire
la possibilité d'une relation intime avec notre enfant, mais notre enfant, bon, peut-être nous souffler aussi les idées, les pensées. Et ce livre, on va l'écrire peut-être à deux mains, deux cœurs, deux âmes. Et voilà, donc peut-être pour finir sur cette note d'éveil encore plus riche, je voulais te passer la parole, si tu veux bien. Merci Oscar, merci à tous. Oui, moi, mon premier livre, en fait, c'était... En fait, bon, j'ai perdu ma fille Nathalie, qui était une jeune maman, donc, un petit peu différent par rapport à vous tous, et qui a laissé deux filles toutes petites qu'on a élevées donc, et qu'on gardait pendant les 3 ans de maladie de la maman. Et donc, le premier, ben, c'était parce que Nathalie a écrit des textes, des poèmes, des romans, des nouvelles, de toute jeune. Elle a commencé à 16 ans. Et donc, elle avait l'intention de les faire publier. Elle peignait aussi beaucoup. Et elle avait retenu aussi une galerie pour faire une exposition. Et puis, bon, elle est rentrée le lendemain à l'hôpital. Et d'ailleurs, le dernier tableau, elle a juste mis le titre avant de rentrer définitivement à l'hôpital et elle a mis, avec les photos de ses filles, enfin, les portraits de ses filles, elle avait écrit « La vie est un opéra enchanteur pour qui s'ouvre à le voir et l'entendre, confiance ». Voilà, donc elle aura laissé vraiment un très beau témoignage de confiance en sachant qu'elle ne les reverrait plus. Ça a été donc, quand elle est décédée, je me suis dit, ben, il faut que je le fasse à sa place. Il va falloir qu'elle m'aide. Donc, j'ai essayé d'avoir, je n'ai pas tout eu, mais bon, j'en ai eu quand même pas mal. Et donc, j'ai publié, en fait, les textes que j'ai trouvés, qu'on a bien voulu me donner, et les tableaux, et les croquis. Bon, après ça, je me suis dit, bon, c'est pas tout, je vais essayer de témoigner, parce que moi aussi, j'avais eu des tas de révélations, entre guillemets. Donc, j'ai écrit justement « De la douleur à l'éveil de la spiritualité, un cheminement difficile » avec une image que j'avais vue, non, c'est comme ça, que j'avais vue en hypnose en fait, et que j'avais oubliée, et qui est revenue à mon esprit quand j'ai écrit le livre. L'image est revenue sûrement parce qu'elle pouvait être utilisée. Ce n'est pas moi qui ai fait la couverture, j'aurais été incapable. Après ça, donc déjà, ça m'a aidé parce qu'en parallèle, on me demandait dans certaines associations de faire des conférences. Et c'est vrai que le fait de mettre à une certaine distance, comme tu disais tout à l'heure, cette douleur et puis de la partager avec certains parents, d'ailleurs, c'est Nathalie qui me l'avait demandé. Elle m'avait dit « Témoigne avant tout auprès de parents au cœur meurtri et qui ont le cœur ouvert pour t'écouter. » Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans les associations. Ça m'a fait énormément de bien aussi, ça m'a fait avancer. Et la deuxième édition du premier livre que j'avais fait pour elle, ces filles, je leur ai proposé de faire quelque chose, elles m'ont dit non, on va dessiner. Donc, il y a des dessins où on voit bien sûr leur maman tout le temps. Et puis après ça, il y a eu encore un engrenage et j'ai sorti un autre livre. C'est celui-là. Tu l'as aussi, Nathalie. « Je suis vivante et rayonnante, ma petite maman ». Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, non contente de me faire écrire, parce que moi aussi, je ressens cette relation de tout faire avec elle, et le moment où je suis dans ce bureau, les heures où je suis avec elle, mais je suis vraiment très, très, très heureuse, parce que j'ai l'impression qu'elle m'aide. Moi aussi, je commence par une petite méditation, je ne parle pas d'une méditation longue, mais j'allume une bougie et j'essaie de me détendre pour que ça vienne. Et là, un jour, elle m'a dit, il va falloir pastelliser. Alors, je ne sais même pas si ça existe en français, mais enfin bon, j'ai bien compris que c'était me servir de pastel. Et j'avais donc répondu, mais je n'ai jamais su dessiner, tu l'as déjà oublié. C'est vrai que je n'ai jamais su dessiner, jamais. Donc, je suis quand même allée acheter mes pastels. Bon, aux grandes dames de mon mari qui me disait, mais c'est pas possible, quoi. Je te demande de marcher sur le ventre, ben oui, j'irai. Et voilà que je me suis mise à faire des pastels. Alors, les débuts, les premiers, comme j'essayais de dessiner, c'était une catastrophe. Même mes petits-enfants, ça les faisait rire en disant « Oh, jolie couleur, mais tu as voulu faire quoi ?» Et puis, elle m'a fait dire « Tu n'as qu'à te laisser faire, me laisser faire. » Et là, j'ai commencé à les faire les yeux fermés. Et la plupart des pastels sont faits les yeux fermés. Il vaut mieux d'ailleurs. Et je constate après.
Le titre m'est imposé immédiatement, c'est automatique. Dès que c'est terminé, il y a le titre. Et puis, sinon, ce sont des choses que je vois. Ben oui, il y en a qui ne croient pas, mais bon, c'est pas grave. Moi, je peux vous dire, il y a des choses que je vois. Et là, je les dessine. Mais bon, j'ai une telle image mentale précise. C'est comme si je copiais, en fait. J'y retourne tout le temps à mon image et je reprends mon pastel. Donc là, il y a lecture, enfin écriture et puis pastel. Voilà. Et puis, voilà, ça n'a pas suffi. Elle m'a demandé un autre, alors qui est écrit. Là, j'attends la préface et la couverture, ce n'est pas une mince affaire parce que ça fait un moment que ça dure. Et celui-là, le titre m'a été donné par Nat, c'est « Le pastel de nos vies ». Alors bon, moi aussi j'étais prof de lettres, donc allez, c'est allé dans tous les sens. Le pastel déjà avec la référence des pastels, et puis de nos vies, voilà, nos vies communes, nos vies un petit peu comme les pastels hein, qui se fondent pas, mais qui sont un petit peu une avec l'autre. Et voilà, et j'en suis très heureuse, ça m'a beaucoup aidée parce que j'écris pour elle, j'écris avec elle, et en même temps j'écris pour les autres et pour moi, parce que ça me fait beaucoup de bien. Et puis, pendant que j'écris, par exemple, maintenant c'est la nouvelle façon de témoigner encore, pendant que j'écris sur l'ordi. Au début, il faut que j'écrive avec mon stylo quand même. Hein. Il faut que je retourne à mes anciens amours, et puis d'un moment, je prends l'écran. Et bien maintenant, depuis quelque temps, par moment, la couleur de l'écriture change. Donc, je vais sur le ruban, je vérifie, il y a bien écrit noir. Bon, il y a des mots qui s'écrivent en bleu, en vert ou en rouge, en gras ou non gras. Et ou alors la mise en page. On a beau mettre justifié, par moment, il y a des mots qui s'écrivent au milieu de la ligne. Donc, maintenant, je laisse faire. Donc, le prochain livre va être un peu sur le plan architectural, un petit peu original, mais enfin, j'explique ce qui s'est passé. Voilà. Merci Hilda, on a hâte de découvrir ça aussi. Alors Oscar, un petit peut-être commentaire sur est-ce que tu as dans les ateliers aussi des parents comme ça qui peuvent être totalement inspirés ou avoir ce type d'écriture de relation? Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que ça C'est t'arrive? drôle parce que j'en ai dans la dernière séance que j'ai faite il y a 2 jours, j'ai eu justement ça. Alors justement, c'était une maman qui n'a pas du tout respecté le sujet justement et qui parce que j'avais donné un thème et elle dit je vais vous lire un texte et vous allez voir. Et je dis mais alors c'était pas du tout ce que j'avais demandé, mais c'est très bien, c'est très beau. Et là elle a dit voilà c'est un poème à la première personne, elle prend la voix de son enfant et elle dit mais c'est lui qui me l'a inspiré. Donc c'est très beau et justement Hilda, je trouve que dans tous les sens du terme, vous illustrez parfaitement ce que nous disions tout à l'heure, c'est que quand on laisse euh, la souffrance se réduire, ça donne la place pour une nouvelle relation apaisée. Et cette nouvelle relation que vous avez avec votre fille, je la trouve absolument sublime. Merci beaucoup. Alors, je vois Aurélie qui parle dans le fil écrit à la vie, à l'amour, que j'ai aussi ici, évidemment. Donc, qui fait partie de ces livres témoignages de parents avec un sous-titre qui dit un titre et un sous-titre que je voudrais garder pour la conclusion parce qu'on a déjà largement dépassé le temps et pour pas trop vous garder, mais à la vie, à l'amour. Vivre après la mort d'un enfant, c'est ce livre magnifique écrit par 3 mamans qui témoignent ensemble et qui répondent avec des réponses croisées. C'est vraiment ça, à la vie, à l'amour. C'est un peu cette transformation de la petite phrase à la vie, à la mort. Quand on est petit, on dit je t'aime à la vie, à la mort. Ben, nous, nos enfants, on les aime à la vie, à l'amour. Et c'est ça qui est merveilleux. Et l'écriture, c'est peut-être aussi une forme d'expression de ben voilà, je t'aime à la vie, à l'amour, je l'écris, je l'écris et je le crie à l'univers et je le donne à lire au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très beau. Oscar, un grand merci. Est-ce que tu peux nous terminer avec le mot de la fin, bien sûr, et puis nous parler du prochain atelier auquel tu invites les participants à s'initier, peut-être?
Oui, alors effectivement, mais il faut que tu mettes sur la date, je crois que c'est dans 2 semaines exactement, c'est ça, le 2 novembre à Oui, le 20h30. 2 novembre, ce sera sur le Point Rose, hein. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, ce sera une séance d'initiation, Voilà, de découverte de tes ateliers d'écriture. Et après, ceux qui voudront aller plus loin pourront rejoindre tes cycles. absolument, voilà. Bon, pour me suivre, voilà, sur ma page, j'ai créé, alors même pour ceux qui seraient moins intéressés ou moins disponibles pour ces ateliers, j'ai créé une page Facebook et un compte Instagram sur lesquels je publie régulièrement des réflexions sur le thème du deuil. Et beaucoup me disent que voilà, ils n'ont pas le temps de faire les ateliers, mais que ça les aide, ils les lisent, parfois ils font des commentaires, et donc je vous invite aussi à me suivre par ce biais, ce qui est beaucoup plus léger puisque vous n'avez pas d'heure spécifique, puisque sinon de toute façon tout est en ligne, et je serai très touché si vous me faites confiance pour vous accompagner sur ce chemin où il est bon de ne pas cheminer seul. Alors, juste peut-être avant de te quitter, le nom de ton association, Scribere Luctus, qu'est-ce que ça Oui, veut dire? en fait, oui, scribere luctus, ça veut dire écrire le deuil en latin. Et c'est parce que je vis en Espagne, ma femme est espagnole, et la formation que j'ai faite, je l'ai faite en espagnol, et du coup, je voulais pouvoir m'adresser à la fois euh, aux Espagnols et aux Français, en tout cas aux personnes dans ces deux langues, et j'étais très embêté pour trouver un nom, et je voulais pas avoir à le traduire. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le dire en latin, et comme ça, scribere luctus, littéralement écrire le deuil, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Ben, merci beaucoup, merci Oscar. Donc, nous ferons un petit résumé de tous les titres. On partagera les titres et comment vous procurer les ouvrages dont on vous a parlé. N'hésitez pas vous aussi à en partager, et on est toujours très preneur de toutes les lectures qui vous ont aidé, parce qu'on est persuadé qu'elles peuvent aider d'autres personnes si elles vous ont aidé à vous. Et je vous encourage à écrire et à nous envoyer vos écrits, et on sera ravis aussi de les partager. Grand merci Oscar. Tes coordonnées sont sur le post, on va les relayer aussi, et on va relayer à la fois le prochain atelier d'initiation que tu vas faire avec le Point Rose, et aussi après tes propres ateliers. Merci à tous, merci et une très bonne soirée à tous, et à bientôt. À bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.